Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous inscrire à notre événement. Nous en sommes très heureux. Je suis Gladys Caron, vice-présidente de communication chez Investissement Québec. Bienvenue. Vous êtes effectivement 1200 personnes à vous être inscrites aujourd'hui à notre webinaire, ce qui démontre que la question économique vous intéresse au plus haut point, surtout dans la perspective de 2024 qui arrive à grands pas. Vous êtes à l'affût des questions économiques, vous souhaitez en savoir plus pour voir comment mettre de l'avant vos ambitions et faire en sorte que le contexte économique ne soit pas un frein, mais peut-être même plutôt une occasion de poursuivre et même d'accroître la rapidité de votre croissance. Alors, nous vous espérons vous donner aujourd'hui les réponses aux questions que vous avez avec mes deux collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, Mia Homsi, vice-présidente main-d'œuvre et intelligence économique. Bonjour, Mia. Bonjour, Gladys. Et Frédéric Clément, directeur de compte à notre bureau de Laval. Bonjour Frédéric. Allô Gladys. Merci à vous deux d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Je sais que vous aurez plein d'informations fort intéressantes à partager avec nos participants, notamment sur le plan économique et sur le plan de la main-d'œuvre avec toi, Mia, et des conseils pratiques, des solutions, Frédéric, compte tenu de tout ce que tu entends sur le terrain avec les gens, les clients avec lesquels tu travailles. Alors, ce sera certainement fort intéressant. Nous aurons de 30 à 35 minutes de présentation avec nos deux experts, période qui sera suivie par la suite d'une période de questions. Vous pourrez poser vos questions. Vous voyez une petite case questions au bas de votre écran à droite. Vous pouvez y cliquer pour inscrire vos questions. Vous pouvez le faire d'ailleurs durant la période de présentation de Mia et Frédéric ou encore durant la période de questions par la suite. Alors, sans plus tarder, place à nos experts. Mia, à toi la parole. Merci Gladys. Alors bonjour tout le monde, merci d'être là en grand nombre avec vous. On va essayer de vous éclairer ce matin à travers tout ce brouillard et cette incertitude, mais avant d'aller regarder ce à quoi on peut s'attendre pour 2024, commençons par regarder où est-ce que nous en sommes et pourquoi nous sommes rendus là au niveau du contexte économique. Donc, on remonte à la pandémie. Je pense que c'est un passage obligé de comprendre ce qui est arrivé. Donc, sur ce graphique, on voit que le PIB a chuté drastiquement. Ça a été provoqué par les gouvernements, mise à l'arrêt de l'économie, mais une reprise quand même assez forte aussi après. Et ensuite, une lente croissance et au cours des derniers mois, trimestres, ce qu'on voit, c'est carrément une stagnation. Donc, l'économie est au point mort, tant au Canada qu'au Québec. C'est les dernières données qu'on a sur le PIB. Et donc, est-ce que c'est le début d'une récession qui est déjà amorcée? Est-ce que c'est juste une stagnation? C'est ce qu'on va voir éventuellement, mais en ce moment, ça tourne au ralenti. Et donc, l'impact qu'on a vu de ce confinement généralisé pendant la pandémie, de cet impact sur la croissance économique, on l'a vu aussi au niveau des impacts sur le commerce international de biens, marchandises, services. Il y a eu une baisse marquée, mais aussi une reprise marquée. Et on voit que ça a cru et augmenté même plus rapidement que lors de la précédente récession, alors qu'on se demandait si c'était un changement majeur de la géopolitique et des chaînes d'approvisionnement et des politiques protectionnistes qui allaient faire en sorte qu'on aurait un niveau de commerce international plus faible après la pandémie qu'avant. Mais ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été le cas, sauf que plus récemment, en 2023, on voit qu'il y a un ralentissement du commerce mondial, même un ralentissement, une stagnation. Donc, ça suit un petit peu le mouvement du PIB. Donc, forte reprise, mais encore là, on voit que ça ralentit. Et qu'est-ce qui explique tous ces mouvements qu'on a vus? Bien, c'est l'intervention des gouvernements. Les gouvernements ont provoqué une mise à l'arrêt de l'économie. Donc, ils n'avaient pas le choix d'intervenir massivement pour soutenir tous les agents économiques, donc les consommateurs. On ne pouvait pas dire aux gens, vous ne pouvez pas aller travailler sans les compenser, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été carrément fermés. C'était essentiellement les services essentiels qui sont demeurés ouverts. Et les entreprises aussi ont été massivement soutenues financièrement. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que la consommation a explosé, toute concentrée vers les biens, parce que les services, on ne pouvait pas y aller. Tout ce qui était présentiel, donc tout ce qui était hébergement, restauration, commerce de détail, etc., était fermé. Donc, les gens ont changé leur consommation vers les biens. Et donc, impact majeur au niveau des dépenses gouvernementales et de l'endettement du gouvernement. Puis ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit à quel point ça a explosé de façon quasiment jamais vue. Les dépenses du gouvernement, donc tous ces transferts qui ont été faits, ça a baissé après, parce qu'il y a plusieurs programmes d'urgence qui ont pris fin, mais vous voyez que ça reste quand même à un niveau qui est plus élevé qu'avant la pandémie. Alors qu'on a eu une période de croissance, les gouvernements
habituellement, baissent les dépenses pour se donner une marge de manœuvre pour stimuler l'économie de nouveau quand il y a un ralentissement, comme en ce moment. Mais là, on n'a pas fait ça et donc on a moins de marge de manœuvre maintenant. Et quand on regarde aussi le coût de la dette, parce que c'est plus de dépenses, plus d'endettement avec des taux d'intérêt qui ont monté de façon très agressive, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, les gouvernements ont très peu de marge de manœuvre. Pour vous donner un exemple, c'est la première fois que le coût de la dette aux États-Unis est maintenant équivalent au budget de la défense. C'est majeur. Il y a des pays en voie de développement, l'ensemble des revenus servent à payer le service de la dette. Donc, c'est sûr que ça accroît les risques de défaut de paiement. Peut-être pas aux États-Unis, mais dans plusieurs autres pays. Et donc, autre conséquence de ce qu'on a vu au niveau de la pandémie, c'est que les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Il y a eu une rupture importante des chaînes d'approvisionnement pour deux raisons. Parce qu'il y a eu plus de demandes de biens, donc plus de consommation pour les mêmes types de produits. Et en même temps, bien, les confinements ont fait en sorte que les entreprises étaient fermées, les ports étaient paralysés. Donc, tout ce qui était circulation des biens était beaucoup plus difficile, plus coûteuse. Explosion des prix. À cause de ces chaînes d'approvisionnement perturbées, réorganisation des chaînes d'approvisionnement de façon plus régionale, plus continentale, on change les fournisseurs et impact donc très inflationniste. S'ajoute à ça une crise énergétique qui vient encore perturber la donne avec un conflit en Russie et en Ukraine. Autre élément, c'est les enjeux de main-d'œuvre. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un peu la même dynamique. On voit que après la pandémie, il y a eu des enjeux majeurs au niveau de la main-d'œuvre. Donc oui, on avait commencé avant la pandémie à voir le resserrement du marché du travail avec plus de postes vacants, un taux de chômage déjà plus faible, un taux d'emploi plus élevé. Ça a explosé au lendemain de la pandémie avec une croissance des salaires, évidemment, comme conséquence de cette rareté de main-d'œuvre. Les frontières étaient fermées. Donc, il y avait moins de travailleurs disponibles qui venaient de l'étranger, que ce soit des étudiants internationaux, des travailleurs temporaires, etc. Et l'impact que ça a eu, c'est qu'il y avait de la demande, l'économie a repris vigoureusement et il y avait moins d'offres de travailleurs. Donc, on voit que le marché du travail n'a jamais été aussi serré qu'en 2021. Maintenant, ça s'assouplit, mais ça reste quand même plus serré. Le nombre de postes vacants au Québec est en baisse, mais le nombre de chômeurs par poste vacant est encore autour de 1, alors que c'était de 5 il n'y a pas longtemps. Donc, on reste avec un marché du travail serré malgré le ralentissement économique. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact, tout ça, sur l'inflation? Bien, comme on le dit, la plupart des éléments qu'on vient de voir, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, des chaînes d'approvisionnement, du commerce international, c'est très inflationniste. On l'a dit, il y a eu une guerre en Ukraine qui est venue ajouter de la pression. Les banques centrales ont tardé à agir parce que la mode, c'était de dire que l'inflation était transitoire, mais comme vous faites voir, l'inflation a augmenté de façon continue entre décembre 2020 et juillet 2022. On a atteint 8 % au Canada l'été dernier. Et donc, les banques centrales ont attendu beaucoup trop longtemps avant de se mettre à augmenter les taux pour freiner l'inflation et l'impact que ça a eu. Oui, l'inflation ralentit maintenant, mais à quel coût, avec des taux extrêmement élevés? Je pense que l'inflation étant l'ennemi numéro 1 des banques centrales, elles sont en voie d'atteindre leur objectif de ramener l'inflation dans cette fourchette cible de 1 à 3 %, donc on vise 2 %. Vous pouvez voir ici qu'on est autour de 3-4 %, dépendamment des indicateurs qu'on regarde. Donc, oui, ça devrait aller dans la bonne direction. C'est très sensible à plusieurs éléments comme le coût du logement, le prix de l'énergie, etc. On y reviendra, mais on s'en va à la bonne place. Mais à quel prix? Un prix très élevé. Vous voyez la hausse des taux, c'est une hausse historique. Ça n'a jamais été augmenté de façon aussi drastique depuis 40 ans. Donc, on est passé au premier trimestre de 2022 à un taux de 0,5 à un taux qui est maintenant, si on regarde au Canada, à 5, aux États-Unis 5,5. Ça devrait arrêter d'augmenter selon le consensus et graduellement diminuer par la suite. On y reviendra. Mais c'est sûr qu'une telle hausse a un impact sur l'économie. Est-ce que vous pensez que le plein impact des taux s'est fait sentir? Cette question a été posée aux entreprises et 85 % disent que c'est à venir. Donc, on commence à peine à voir l'effet des taux sur l'économie et c'est tout à fait conforme à la théorie qui dit que l'effet des taux prend 12 à 24 mois à se faire sentir. Donc, si on dit 18 mois, bien, on est à 18 mois de la première hausse de taux. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on en a pour encore plusieurs mois à subir l'effet des hausses de taux. Et donc, avec tous ces éléments dont on vient de discuter,
qu'est-ce que les entreprises sentent sur le terrain? Quels sont leurs défis? C'était la main-d'œuvre qui était le principal défi il n'y a pas si longtemps. Maintenant, c'est plutôt la hausse des coûts, ce qui est tout à fait normal avec la hausse des taux. La main-d'œuvre reste en deuxième position à 47 %. C'était inversé dans les enquêtes précédentes. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit que 71 % des entreprises n'ont pas encore remboursé les prêts issus du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et il y en a 16 % qui disent qu'ils n'ont pas assez de liquidités pour le rembourser d'ici la fin de 2026. Donc, vous voyez la situation dans laquelle on amorce ce ralentissement au niveau des entreprises qui n'est pas si rassurante, mais en tout cas, on verra ce qui nous attend pour 2024 pour voir comment on se prépare à ça. Oui, bien, écoute, Mia, c'est super intéressant ce que tu as dit là parce que ça s'enligne avec des choses qui s'est passées récemment. Tu sais, je rencontre plusieurs entreprises, puis juste par exemple, là, 2 semaines, j'ai rencontré une entreprise qui me disait « Fred, je suis heureux, j'ai reçu des CV. » Fait que c'est parce que tu parles justement que c'était un enjeu les dernières années, pas beaucoup de CV, c'est difficile d'avoir des employés et ainsi de suite. Là, il semble avoir vu peut-être un potentiel mais on verra si l'avenir va continuer comme ça. Mais il y a une chose aussi qu'on voit beaucoup, c'est que dans les dernières années, il y avait énormément de projets. Donc, on voyait beaucoup d'entreprises, des beaux projets, puis qui allaient de l'avant. Mais là, ce que j'ai vu dans la dernière année, c'est plusieurs entreprises qui ont encore des projets. Mais là, ils prennent leur temps, ils réfléchissent plus longtemps. Quand on voit que l'incertitude, ils ne savent pas quoi faire, ils veulent faire leur projet, mais comme tu disais sur est-ce qu'ils l'ont ressenti déjà le ralentissement, bien, il y a plusieurs entreprises, pas encore nécessairement, ou ressentent, mais à peine. Donc, ils ont tellement une incertitude qu'ils ne savent pas s'ils veulent aller de l'avant avec leur projet. C'est des super beaux projets, par contre. Là. Mais là, ça me vient à te poser la question sur la suite de dire, écoute, là, on s'en va manger un petit peu trop de tourtière, c'est le temps des fêtes. On va prendre des résolutions, peut-être qu'on ne tiendra pas. Mais après, pour 2024, les entreprises, justement, ils ne savent pas, ils ont une incertitude. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, je pense que tu as dit juste déjà là le bon mot, incertitude. C'est tout à fait légitime qu'elle ressente de l'incertitude parce que je te dirais que même les économistes, quand on regarde les prévisions, c'est assez vague, c'est assez large comme spectre de possibles. Les données vont pas toutes dans la même direction sur ce à quoi on peut s'attendre, mais une chose est sûre, on peut s'attendre à de l'incertitude, de la volatilité, un ralentissement économique qui se poursuit. Mais la grande question qu'on va explorer maintenant, c'est quoi la trajectoire? Là? Où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'il y a plusieurs options. Comme vous voyez au graphique à l'écran, on est au point juste avant la multitude d'options de courbes qui va d'une récession, d'une grave récession à un soft landing, un no landing, une reprise graduelle. Où est la réalité? Où est-ce qu'on se situe pour 2024 à travers toutes ces options? C'est ce qu'on va explorer. Nous, on ne fait pas de prévision chez Investissement Québec, donc j'ai le beau rôle de vous présenter le spectre des options puis de vous expliquer les écarts et pourquoi ces positions, comment elles sont justifiées. Alors, si on prend un pas de recul quand même, parce qu'on n'est pas isolé, donc on est en relation avec ce qui se passe aussi dans les autres pays. Et il y a quand même beaucoup de risques en ce moment sur la scène internationale, beaucoup de risques géopolitiques, militaires, etc. Notamment, si on regarde juste au sud, là, la modification de la politique étrangère américaine. Il y a un vent de protectionnisme, on l'a vu. Aux États-Unis, il y a des tensions géopolitiques. S'ajoute à ça une discorde quant à l'adoption du budget fiscal américain, parce que, comme on l'a vu, les gouvernements se sont beaucoup endettés. Le gouvernement américain, en premier lieu, là, la dette explose, les déficits explosent, les taux sont élevés, ça coûte plus cher, donc ça va être ça va être houleux pour le prochain budget. Les taux d'intérêt sont élevés et ça perdure. Donc, la phrase à la mode, c'est « higher for longer » depuis déjà 1 an. Donc, des taux qui restent élevés plus longtemps parce qu'on veut combattre l'inflation d'abord et avant tout, même au prix d'une récession. Et donc, ça peut créer une récession mondiale. Ensuite, il y a tout ce qui est changement climatique qui perturbe les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est peut-être plus structurel. Donc, un enjeu qui va avoir un impact sur la prochaine décennie. L'amplification de la contraction économique européenne. En Europe, ça va pas bien. La croissance économique est déjà plus au ralenti qu'ici, notamment si on regarde l'Allemagne, le moteur économique européen, et la Chine. La Chine, c'est inquiétant. Le marché immobilier en Chine va pas bien du tout. Le taux de chômage chez les jeunes est rendu tellement élevé qu'on ne publie plus les données. Donc, quand on arrête de publier les données, habituellement, c'est pas super rassurant. Donc, ce qu'il faut suivre attentivement, ce qui se passe en Chine. Mais plus près de nous, si on regarde aux États-Unis,
La situation économique est assez incertaine. Les données sont contradictoires. Il y en a qui montrent une forte croissance du PIB. Quand on regarde les données de consommation, c'est un peu plus faible. Mais ça, c'est l'indicateur le plus pertinent, selon moi, à regarder. C'est l'indicateur avancé du Conference Board des États-Unis. Donc, c'est vraiment une organisation qui fait ça depuis longtemps. Qu'est-ce qui est intéressant avec cet indicateur? C'est qu'il est précurseur. Donc, il regarde l'avenir, il regarde ni le présent ni le passé. Là, on n'est pas dans le rétroviseur. Ils font plein d'analyses là, macroéconomiques, économétriques pour voir quels indicateurs sont les meilleurs prédicteurs. Donc, que ce soit des ventes manufacturières, des indices de confiance, le S&P 500, etc. C'est leur travail depuis plus de 50 ans de regarder ça. Et donc, vous voyez la ligne bleue, c'est le résultat de la moyenne d'une quinzaine d'indicateurs. C'est très négatif depuis plusieurs mois et historiquement, quand l'indice est en zone négative pendant plusieurs mois, le PIB finit par baisser et on entre en récession. Autre indicateur précurseur, le niveau de confiance des entreprises. Ici, on est plus près de chez nous. On regarde les PME canadiennes. On voit aussi que l'indice de confiance est au plus bas depuis près de 12 mois. Donc, le moral de nos entreprises, c'est ça. C'est pas très confiante dans ce qui s'en vient et on les comprend à cause de l'ampleur des hausses de taux et la vigueur des hausses de taux. Conséquence, quand on n'est pas confiant dans l'avenir et qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir de la demande pour nos produits et services, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire, mais c'est le réflexe pour être sûr d'avoir probablement assez d'argent, de fonds de roulement, bien, c'est de ralentir l'investissement, de ralentir les intentions d'embauche. Et c'est ce qu'on voit ici. Intentions d'investissement sont presque au point mort et les intentions d'embauche encore élevées, mais beaucoup plus faibles que ce qu'on a vu au cours des dernières années. Et bien, le marché du travail. Là, c'est ça la variable qui mélange un peu tout le monde. Même l'économiste vient de dire que s'il y avait une récession en 2024, le marché de l'emploi resterait relativement solide et ce ne serait pas comme ce qu'on a vu au cours des dernières récessions. Même chose chez nous. Je veux dire, on n'est pas isolé avec nos enjeux de main-d'œuvre. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans plusieurs autres pays, aussi en Europe. On n'est pas tout seul parce qu'on a tous cette même courbe démographique, cette même pyramide démographique inversée avec plus de personnes qui quittent le marché du travail annuellement. Les baby boomers sortent, il n'y a pas assez de monde pour les remplacer. Conséquence, des postes vacants, beaucoup plus que ce qu'on avait avant, moins de chômeurs pour les remplacer, un ratio d'1 pour 1 alors que c'était 6-7. Le marché du travail, on le voit, là, il commence à ralentir, mais un taux de chômage qui augmente au Québec, là, on est autour de 5 C'était 3-4, mais 5 c'est pas élevé quand même, comparé à ce qu'on a connu historiquement. Un taux d'emploi qui est encore élevé, des postes vacants en baisse. Mais des postes vacants en baisse, ça veut juste dire qu'on cherche moins de monde, c'est pas des mises à pied encore. Puis même s'il y a des mises à pied, il faut regarder le global. Il va y avoir des mises à pied dans certains secteurs, mais il y aurait probablement des gains d'emploi dans d'autres secteurs aussi. C'est pas tous les secteurs qui sont... il y en a qui sont contre-cycliques et donc peut-être un impact assez modeste sur le marché du travail, ce qui vient faire en sorte que ça pourrait faire que le ralentissement a moins d'effet et pas trop fort. L'autre élément, bien, c'est l'épargne accumulée. Ce qu'on a vu au début, le graphique avec les forts investissements gouvernementaux, l'ampleur des transferts, bien, ça a fait en sorte que les gens, en fait, ils ont eu plus d'argent pour certains pendant la pandémie, donc de l'argent dépensé, de l'épargne accumulée. Là, on vient d'atteindre le point aux États-Unis où est-ce qu'il reste juste le 20 le plus riche de la population qui a encore de l'épargne. 80 de la population, donc ceux qui consomment au quotidien, l'ont dépensé. Puis le 20 les plus riches, bien, c'est pas eux qui font rouler l'économie avec cet argent-là parce qu'habituellement, ils vont l'épargner, ils n'en ont pas nécessairement besoin. Bien, donc, on rentre dans cette phase où on doit gruger. On n'a plus d'épargne excédentaire et on doit s'endetter pour consommer. Donc, un retour à la cible d'inflation d'ici peu, est-ce que ça va arriver? Ça, c'est les prévisions, comme je vous ai dit, Investissement Québec. On n'a pas nos propres modèles, donc on regarde l'ensemble du secteur privé, les grandes banques, le ministère des Finances, on regarde la moyenne de ça et les écarts. Et on voit qu'en 2024, bien, on serait quelque part entre 2,2 et 3,1, donc très près de la cible de 2 qu'on vise à la Banque du Canada. 2025, semble être assez consensuel qu'on devrait être à 2 et donc ça serait objectif atteint pour les banques centrales, mais encore une fois, à quel prix? Pour s'être rendu là, il y aura eu plusieurs hausses de taux agressives successives, un maintien de ces taux-là autour de 5 et un lent retour à des taux plus bas, mais
fin 2024, on est encore autour de 3-4 %. Donc, ne retenez pas votre souffle si vous attendez à des taux de 1-2 %, ce n'est pas dans les prévisions. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que le taux de chômage, c'est pour revenir à ce qu'on disait, même s'il y avait le pire des scénarios prévus au niveau du PIB, le plus fort ralentissement prévu par les banques, ça donnerait quand même juste un taux de chômage de 6,1 %. Donc, l'écart est quelque part entre 5,3 et 6. Le ministère des Finances est plus optimiste à 4,5. Ça, c'est tant pour 2024 que 2025. Entre 5 et 6 %, c'est pas si élevé. On a connu du 8, 10, 12 % au Québec. Même quand l'économie allait bien, on était à 5 % il n'y a pas si longtemps. Donc, quand on met les choses en perspective avec des taux d'emploi qui sont forts, l'impact pourrait être minime. Mais là, c'est de savoir est-ce que les gens vont continuer quand même de dépenser autant parce qu'ils ont leur emploi ou ils vont voir qu'il y a des pertes d'emploi et ils vont être plus prudents. Puis ça, c'est ça qui fait toute la différence. Dès que les gens commencent à réduire leur consommation, épargner davantage, c'est ça qui dicte l'ampleur de la récession. Et donc, pour finir sur cet élément-là, quand on regarde le PIB, sur la croissance économique, à quoi s'attendre, 2024, c'est quelque part entre 0 et 0,6 %. 2023, on l'a vu précédemment, c'est pas très vigoureux, là, entre 0,3 et 0,8 %. Ça risque d'être encore plus faible l'an prochain. C'est sûr que 2024 va être une moins bonne année au niveau de la croissance économique que 2023 parce qu'on va être dans l'année, finalement, où les hausses de taux se font réellement sentir. Donc, c'est inévitable qu'il y ait un ralentissement. Mais après, selon la plupart des prévisionnistes, ça ne semble pas être une récession trop puissante. Ça peut être juste un ralentissement avec une lente reprise après. Il y a plusieurs options. On voit 2025, la reprise quelque part entre 0,9 et 1,7. C'est pas si fort. Le potentiel économique est estimé à 1,5 au Québec, mais habituellement, en reprise, on va plus au-delà du potentiel parce que c'est après un ralentissement. Donc, l'entreprise, mais il devrait avoir reprise en 2025. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, là, si on essaie de résumer tout ça en 3-4 éléments? Bien, fin fort probable de la hausse des taux directeurs et baisse graduelle envisagée en 2024. Le taux annuel d'inflation va continuer de ralentir et va rejoindre sa cible de 2 % d'ici 2025. Taux de chômage, oui, va monter, mais de façon modérée. Et l'activité économique va être au ralenti. Je pense que c'est inévitable en 2024 et une lente expansion va s'amorcer en 2025. Merci, Mia. Au moins, ce que j'ai entendu, c'est que ça ne sera pas apocalyptique. Ça va être, écoute, c'est normal, ça va être plus serré, mais on va s'en sortir, il faut être juste patient un peu. Selon les prévisions des banques, ça ne sera pas apocalyptique. On ne peut pas l'exclure comme scénario, mais ce n'est pas, disons, la tendance de la majorité, non. C'est correct, je vais aller voir mes entreprises pour leur dire de ne pas s'attendre à avoir une pile de CV, nécessairement, si j'ai bien compris. Puis, j'aime ce que tu as dit parce que là aussi, ça va aller dans la ligne de justement les projets, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec. Puis j'ai aimé parce que tu as dit que les gens, habituellement, on se serre la ceinture. C'est vrai que c'est un moment aussi que les gens le font, mais c'est pas nécessairement la chose à faire. Fait que j'aimerais avoir ton idée de justement, à haut niveau, qu'est-ce que tu penses que devraient faire les entreprises maintenant qu'on sait l'incertitude qui nous arrive. Là. Bien, je pense que la pire chose à faire, c'est d'arrêter. C'est de rien faire, puis de retenir son souffle, puis d'attendre que ça passe. Parce que pendant qu'on fait ça, bien, il y en a d'autres qui avancent. Puis quand la reprise revient, parce qu'elle va revenir, bien là, on a perdu du terrain. Il faut faire exactement le contraire, puis profiter d'un ralentissement pour aller de l'avant avec des projets qu'on n'a pas le temps de faire. T'sais, un des impacts des enjeux de main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre, quand on regarde les enquêtes, comment les entreprises ont réagi, la première réponse, c'est de travailler plus d'heures. Fait que tout le monde a travaillé plus d'heures. Évidemment, les gens ont moins de temps pour faire un projet, que ce soit de numérisation, un virage technologique, réfléchir à comment implanter l'ESG dans l'entreprise, former les gens. Mais là, c'est le temps de faire ça. On choisit les meilleurs projets, on les identifie, on forme les gens, on identifie quelqu'un pour faire un projet de gestion de changement, puis on l'amorce maintenant. Comme ça, quand ça reprend, bien, on est prêt. Donc, en gros, c'est vraiment miser sur la productivité. Préparez-vous, prévoyez qu'est-ce qui va se passer avec votre main-d'œuvre. Ça, je vais revenir sur la pile de CV, là. Bon, la pile de CV, elle va peut-être augmenter en 2024, mais je vous promets qu'elle va baisser en 2025, 26, 27 parce que c'est la démographie qui nous le dicte. On le sait que ce qu'on vit depuis 3-4 ans, ça va continuer. Je veux dire, il y a les baby boomers, ils continuent de sortir massivement du marché du travail année après année. Il y en a 100 000 qui partent.
il y a à peu près 50 000 jeunes qui remplacent. Fait que là, on a vécu cette transition au niveau de la main-d'œuvre, ce choc-là où est-ce qu'il y a des départs, mais on continue à le vivre pendant encore 10 ans. Donc, préparez-vous à ça. Revoyez la gestion des ressources humaines. Essayez de voir comment faire une meilleure rétention des travailleurs de 55 ans et plus. Peut-être qu'ils peuvent rester plus longtemps avec d'autres conditions de travail. Formez les jeunes, formez les gens, impliquez-les dans vos projets de modernisation, d'innovation, etc. Puis, bien, les chaînes d'appro, ça aussi, on voit que la pression, elle a baissé, mais c'est parce qu'il y a moins de demandes. Il y a un ralentissement économique. Mais quand la demande va reprendre, bien, il risque d'avoir une pression, pas comme ce qu'on a vu pendant la pandémie, mais quand même une pression plus forte sur les chaînes d'appro. Oui. Ben écoute, merci de le dire. Je voulais que tu le dises, puis je voulais t'entendre le dire pour que les entreprises, c'est le message qu'on leur passe habituellement, qu'on va les voir aussi, parce qu'ils attendent pour leur projet. Fait que premier des points, effectivement, d'aller de l'avant avec leur projet. S'ils sont confiants dans leur projet, il n'y a pas de raison de ralentir ou d'arrêter, parce que tu l'as dit, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire là, d'être prêt pour quand ça va remonter, ils vont être la personne qui va être en avant de la parade. Les entreprises veulent être en avant. Fait que pour l'être, c'est le moment, ils ont le temps, fait qu'il faut le faire. Il faut essayer d'augmenter la productivité des entreprises. J'ai vu, énormément d'entreprises avoir des enjeux quand la COVID fait en sorte que leur croissance a monté incroyablement. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus fournir. Là, ils ont essayé de trouver des manières originales de produire. Sauf que là, ils ont le temps maintenant de se restructurer, de se placer comme il faut, puis de produire. Il y a une entreprise qui s'est intégrée avec une nouvelle machine robotisée. Il y avait un employé, lui, sa job, à longueur de journée, c'était juste de couper des tiges puis de les machiner à longueur de journée. Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'ils ne pouvaient pas fournir. Comprenable, l'entreprise avait des ventes à pu finir. Fait que là, ils ont été chercher une machine qui fait le travail, qui peut travailler 24 heures sur 24. Et l'employé, lui, ce qui est devenu un spécialiste parce qu'ils l'ont formé. Fait que tu parles justement de s'occuper des employés parce qu'ils n'auront pas des piles de CV. Le fait de les former, de mettre de l'argent, de l'énergie, du temps sur leur employé, ça a fait en sorte que son travail était beaucoup plus valorisé. Maintenant, il est devenu le spécialiste de cette machine-là. L'entreprise produit plus. L'entreprise réussit à faire des meilleurs bénéfices en conséquence. Fait que tout le monde est gagnant d'avoir été plus productif. Puis quand, bien sûr, ça va remonter encore, ça va juste être pour le mieux pour l'entreprise. Je pense que dans l'exemple que tu donnes, c'est vraiment important. Tu sais, la productivité, il y a 2 éléments. Il y a l'aspect de la technologie, puis il y a l'aspect de l'humain. C'est un humain, c'est des humains, c'est les travailleurs qui vont utiliser ça. Fait que c'est pas juste d'acheter une machine puis de la brancher, parce que ça te risque de prendre 8 mois avant que quelqu'un soit capable de l'utiliser. J'ai entendu bien des cas de ça, si on s'est pas pris d'avance pour former le monde. Puis il faut pas que tu les formes une fois, là, c'est plusieurs fois, puis c'est comment tu fais ce transfert de connaissances-là aussi après dans l'entreprise. Donc, la tournée du Québec, on le fait, là, la tournée productivité, innovation. Et ce que tu viens de dire comme exemple, bien, on l'entend partout au Québec. Tu as une meilleure rétention. Plus tu es automatisé, plus les gens ils ont un sentiment qu'ils font quelque chose à valeur ajoutée, qui sont impliqués quand même. Et donc, ça fait que les gens, ils restent plus longtemps, sont plus heureux. Donc, ça simplifie aussi la vie pour la main-d'œuvre. Oui, effectivement. Puis tu as dit un mot aussi que j'aime qui doivent aussi regarder, l'innovation. On l'a dit, ils veulent être en avant de la vague. Bien, c'est le temps d'essayer d'innover. C'est le temps de chercher. Les entreprises veulent toujours essayer d'offrir le meilleur produit, essayer de fournir le produit ou le service de demain, essayer d'être meilleur à l'intérieur de leur entreprise pour être meilleur pour leurs clients. Enfin, je pense que c'est le temps aussi de s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer à l'intérieur de leur entreprise ou qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leurs produits. Puis ça vient aussi à un point important où ils peuvent aller chercher de l'expertise. C'est ça qu'ils devraient faire, les entreprises, prendre le temps de s'asseoir. On a toutes nos spécialités, on est tous forts, chacun dans nos choses, mais il existe tellement d'organismes, il existe tellement de gens qui sont là pour ça, pour aider les entreprises à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, comment ils pourraient le faire mieux, puis il existe même plein d'autres structures autour. Au travail de l'innovation, de dire innover, parce que beaucoup de gens pensent que innover ou être en avant, c'est, mettons, présentement, l'intelligence artificielle. Là, on parle bien gros, tu sais, c'est d'être le haut technologie puis dépasser Elon Musk. C'est pas nécessairement l'idée pour toutes les entreprises. Mais des fois, c'est des petits détails. Certaines entreprises, on les rencontre, puis quand on regarde les enjeux qu'ils ont, bien, il y a plusieurs enjeux que c'est des petits enjeux qui disent, bien, éventuellement, j'aimerais ça, le régler ça, mais pas tout de suite. Des fois, c'est rien que le système de gestion des stocks qu'ils ont ou leur système comptable, puis ils veulent juste améliorer un nouveau système, un nouveau CRM ou ainsi de suite. Ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire. Okay? Juste que d'améliorer, d'innover à l'intérieur de l'entreprise, d'améliorer leur façon de faire. Des fois, on est très manuel. Ça fait longtemps, ça a toujours bien marché comme ça. Merveilleux, mais c'est peut-être le temps de le challenger. Peut-être le temps d'aller chercher quelque chose d'autre. Et s'ils ne savent pas comment, il existe des ressources pour aller le chercher.
Mais il y a beaucoup de ressources, là, tu le mentionnais tantôt. Ouais. Comment ils sont dirigés pour savoir par où commencer à travers l'ensemble des ressources en développement économique au Québec? Oui, effectivement, il y a beaucoup. Oui, c'est un enjeu. Puis là, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis quand même chez Investissement Québec. Investissement Québec a compris ça, puis ils ont créé un poste spécifique rien qu'à ça. Ça s'appelle des conseillers d'affaires principales. Enfin, je recommande à tout le monde d'aller chercher leur conseiller d'affaires principal, aller sur le site Internet, chercher. Il n'y a pas juste eux, là, mais moi, je parle pour ma paroisse quand même. Eux, leur travail, c'est juste d'aller voir les entreprises. On y va, nous, en tant que directeur de compte. On sait que chez Investissement Québec, on a plein de produits de financement. On peut faire des financements de plusieurs manières. On peut faire des garanties sur des financements banques. On peut participer en capital de risque, capital action, plein de choses en financement, mais on n'est pas juste ça. Fait qu'on arrive avec le conseiller d'affaires principal. Puis son travail, lui, c'est de discuter avec l'entrepreneur puis de voir tous ses enjeux, tous ses projets, tous ses défis, puis aussi ses forces. Puis au travers de ça, c'est d'essayer de... Le conseiller d'affaires, c'est ça son travail, d'aller chercher les ressources autour, de les présenter, de les mettre sur une table, tous autour, pour aller voir, regardez, telle personne peut vous aider, tel programme peut vous aider dans votre projet, vous voulez aller international, vous voulez changer votre système ERP. Ils sont là justement pour ça. Puis, ils n'ont pas de parti pris. Eux, ils vont aller voir tous les organismes. C'est pas, oui... Pas juste les services d'Investissement Québec, non, plus large que ça. Pas du tout. Okay? Parce qu'il y a une chose qu'on a compris, c'est que si on va aller chercher toutes les ressources possibles pour aider les entreprises du Québec, le mieux on aide les entreprises du Québec, le mieux c'est pour le Québec, de toute façon. Fait que non, effectivement, là, on travaille très fort en partenariat avec beaucoup d'autres organismes, avec les banques aussi, partout. Fait que ça serait peut-être un bon point de départ, s'ils ne savent pas où chercher, parce qu'il existe aussi plein de consultants, d'experts. Mais s'ils ne savent pas où commencer, moi, je dirais que c'est un bon point où commencer. Parce qu'il y a d'autres enjeux aussi. Tu parlais d'approvisionnement. Pendant la COVID, certains, peut-être, s'approvisionnaient dans d'autres pays parce que ça coûtait moins cher. C'est souvent ce qu'on entend, nous, dans les entreprises. Oui, mais ça me coûte moins cher l'acheter là-bas que l'acheter chez mon voisin. Oui, mais ton voisin, lui, est à côté. Si jamais il arrive un enjeu, là, ta pièce, il faut que tu la changes, la façon de le faire, ou ainsi de suite, c'est pas à coup de vidéo, de photos que ça va aller vite ou d'aller en voyage là-bas. À un moment donné, tu dis que ça coûte moins cher, ça finit par coûter du temps, c'est de l'argent aussi. Ton voisin à côté, peut-être aussi, peut te fournir avec des plus petits stocks. Parce qu'une chose qui arrivait dans les dernières années, c'est que là, les gens commandaient des plus gros volumes parce qu'ils avaient peur de ne pas les recevoir ou c'était trop long à les recevoir. Commençaient à regarder à l'intérieur. Puis, il existe justement, approvisionnement québécois, on a ça ici chez Investissement Québec, mais il y a d'autres qui vont aider aussi à essayer d'amener la chaîne ici à l'intérieur. Fait que c'est un autre projet qui peut aider les entreprises à dire, regardez, je vais essayer de me renforcer, d'être moins dépendant de l'externe. Puis, en plus, je peux travailler avec des équipes proches qui font en sorte que peut-être je peux innover plus rapidement. Fait que ça, c'est tous des enjeux que les entreprises peuvent trouver des solutions. Puis là, tu l'as dit, c'est le temps. Fait que je pense qu'ils devraient prendre le temps de faire ça. Oui, puis il y a l'ESG, on n'en a pas tellement parlé, mais tu sais, ESG, on en parle, on voit ça s'en vient, on le sait que ça va être incontournable. C'est peut-être le temps de regarder aussi comment les entreprises peuvent commencer à adopter les critères ESG à leur façon. Il y a la formation, il faut essayer de garder le monde, les former, puis parce que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de mises à pied, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert après parce que les travailleurs étaient repartis ailleurs, dans d'autres secteurs, se sont formés, sont allés dans d'autres industries. Donc, je pense que cette fois-ci, peut-être essayer d'y penser 2 fois si on a la marge de manœuvre financière, ça vaudrait la peine. Oui, mais être sûr une chose, c'est de prendre le temps de le faire. Là, c'est le temps, il faut poser des questions, il faut aller chercher les ressources. Merci beaucoup à vous deux. Je sens qu'on aurait pu vous laisser jaser entre vous encore un bon bout de temps. On a plusieurs questions qui ont commencé à se placer sur notre écran. J'invite tout le monde, d'ailleurs, toutes les questions que vous avez en tête au fur et à mesure de la période de questions, continuez de les indiquer au bas de l'écran dans la section questions, comme je le mentionnais tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vos questions n'ont pu être répondues, nous allons résumer l'ensemble des questions avec des retours que nous ferons par la suite dans les prochains jours. J'aimerais peut-être revenir, vous l'avez abordé tous les deux, mais je reviendrai quand même sur une question qui nous revient des participants. Main-d'œuvre, productivité. Le réflexe naturel en période de récession, c'est de ralentir les embauches ou peut-être même de laisser aller des gens. En même temps, on veut augmenter notre productivité et on se dit que c'est une bonne façon de le faire, probablement. Est-ce que c'est une logique qu'on devrait appliquer? Ou au contraire, est-ce que c'est la pire des solutions que de laisser aller des gens en période de ralentissement comme maintenant, alors que ça peut avoir des impacts à long terme, surtout dans la courbe dont tu nous parlais de vieillissement de la population qui va faire en sorte que les ressources vont être relativement difficiles, le nombre de CV est un peu faible à recevoir?
Ce que je dirais peut-être, c'est l'avenir n'est pas nécessairement garant du futur, mais quand même, ça nous donne une idée. Puis, s'il y a des entreprises qui se posent cette question-là, dans les dernières années, quand c'est arrivé pour ces entreprises-là, après, essayer de les retrouver, ça a été difficile. Fait que je dirais que c'est peut-être, au contraire, le moment de peut-être changer la structure de l'employé, peut-être les former justement sur quelque chose d'autre, mais définitivement plus les garder parce que si je me fie à ce qui peut se passer dans le futur, avec ce que Mia nous a dit, tu sais, en 2025, ça va remonter, ça va revenir. 1 an, c'est court. Fait que se débarrasser d'un employé pour quelques mois, pour après ça en avoir besoin dans quelques mois, profiter de ce temps-là pour le former, parce que des fois, former, rendre expert ou rendre meilleur dans une discipline, un employé, ça ne prend pas quelques jours, justement, ça prend ce temps-là. Fait que je pense que d'essayer de penser au jour, aujourd'hui, d'essayer de sauver peut-être quelques sous, peut-être va vous en coûter beaucoup plus cher à peine quelques mois plus tard. Fait qu'au contraire, c'est d'essayer de challenger, d'essayer de la garder, là, puis de les former. Moi, je vous garantis que si vous êtes capable de maintenir vos employés, c'est clairement le meilleur investissement parce qu'il y a un coût important à mise à pied et embauche après. Les former en attendant, j'entends souvent la crainte, mais si je les forme, mon compétiteur va venir les prendre après, puis je vais avoir quand même perdu mon argent. Mais si tout le monde les forme, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus, les entreprises ont baissé les critères d'embauche vu qu'il y a moins de monde et donc doivent faire plus de formation à l'interne, bien, si quelqu'un le prend, bien, vous allez en prendre un qui va être formé de toute façon, puis les impliquer sur des projets d'automatisation, de numérisation, peu importe, c'est le temps maintenant. Puis ça, c'est un facteur de motivation. Fait que vous allez ressortir avec des employés plus motivés, des services et des produits plus adaptés. Puis ça va, le retour sur l'investissement va être là, c'est sûr. Là. Autre question qui est plus une question de moi et non pas des participants. On a souvent l'impression, les entreprises ont souvent l'impression que faire un projet d'automatisation, c'est nécessairement long. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans une période de quelques mois où on a un ralentissement, est-ce que c'est plausible de penser qu'on peut déployer un projet d'automatisation rapidement? Bien, moi, je dirais que oui. Parce que je prends des cas par cas d'entreprises dans les dernières années qu'on a vu faire de l'automatisation ou juste amélioration de leur procédé, processus. C'est vraiment du cas par cas. Certaines entreprises, effectivement, vont utiliser des robots qui demandent beaucoup de formation, beaucoup de temps. Même l'installation, l'aménagement peut être long. D'autres, beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides. Donc, cette question-là doit être spécifique à chacun des cas et doivent être étudiées. Et il existe même des programmes pour avoir des consultants pour étudier le projet puis voir le niveau de complexité, la nécessité, les impacts. Fait que justement, c'est une bonne question, mais c'est spécifique à chaque cas. Puis ce qui est long, c'est justement faire l'analyse. Ça va être quoi les meilleures solutions, combien de temps ça va prendre, amorcer tout ça. Puis c'est le temps, la principale ressource que ça prend pour faire ça. Et c'est le temps maintenant, là, c'est plus l'étape du diagnostic, du démarrage, puis ça prend de l'accompagnement. C'est le moment de faire ça, quitte à ce que le projet continue après, quand il y a la reprise, au moins il est enclenché. Très intéressant. Autre question que nous avons eue, tout à l'heure, Mia, tu faisais référence au facteur ESG et on a eu une question de quelqu'un qui était intéressé à en savoir plus sur ce que sont les facteurs ESG. Alors, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que sont de plus en plus interpellés les entreprises à respecter, à mettre de l'avant au sein de la gestion de leur organisation. Et j'en profiterai en même temps pour en faire le lien entre les deux, ce qu'on appelle souvent productivité durable. Oui, je veux devenir plus productif, mais pourquoi en même temps ne ferais-je pas des efforts pour que ma productivité soit moins impactante sur l'environnement, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples de dossiers d'entreprise ou de principes pertinents à mettre de l'avant, justement pour profiter de la situation actuelle, pour se redéployer dans une optique de gestion environnementale et plus responsable? Ben oui, certainement. Il y a certains projets qui deviennent en ligne avec le G sans nécessairement que l'entreprise, au départ, c'était l'objectif. Tu sais, quand on parle d'augmenter la productivité ou l'efficacité de l'utilisation de leurs matières premières, beaucoup d'entreprises qu'on a vues dans les dernières années essayer justement de réutiliser leurs matériaux ou leurs déchets ou leur gaspillage. Puis ça, c'est un exemple assez flagrant. On voit beaucoup d'entreprises le faire, mais ça fonctionne. Ils réutilisent beaucoup de déchets, ils sauvent, mais ils sauvent des volumes plus grands qu'ils espéraient. L'objectif n'était pas ça nécessairement au départ. Sauf qu'en même temps, ils deviennent plus environnementalement friendly, désolé l'anglicisme, mais c'est en s'orientant vers cette ligne-là. Même chose pour la structure, les processus à l'intérieur d'une entreprise où on veut mieux s'aligner, être socialement mieux perçu, ça aide la rétention aussi des employés. Donc, beaucoup d'entreprises ont commencé cette avenue-là,
sans comprendre les répercussions réelles qui auraient les bienfaits réels sur l'entreprise. Mais après l'avoir fait, là, ils réalisent et sont contents de le faire. Fait que c'est sûr, c'est dur au départ de dire, OK, je le fais-tu ou je devrais. Mais oui, présentement, on commence à avoir beaucoup de bons résultats avec les entreprises. Puis pour les entreprises qui hésitent, c'est normal, là, c'est nouveau, ça commence, cette tendance-là, mais si on regarde l'ensemble des lois et politiques qui ont été mises en place au cours des dernières années, il y en a plus de 3000 dans le monde, surtout en Europe. Il y a même des taxes à la frontière, dépendamment du niveau de carbone dans le produit, etc. Et aux États-Unis, ça a été une approche moins législative, mais il y a quand même l'objectif de la carboneutralité en 2050 et d'une baisse importante des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les grandes entreprises ont dit, on va s'en occuper, on va atteindre les cibles et on va le gérer nous-mêmes en demandant à tous nos fournisseurs et nos sous-traitants de faire les mêmes efforts. Donc, juste de dire c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, déjà là, c'est pas évident. Il y a des outils sur le site d'Investissement Québec qui vous aident aussi à calculer ça, mais c'est important de commencer à les regarder parce que la tendance, elle s'amplifie. Là. C'est un mouvement qui est inévitable. La transition énergétique est là, le coût du carbone, c'est une notion qui fait partie de la réalité économique, ça va augmenter. Et donc, préparez-vous maintenant parce que ça se peut que dans pas si longtemps que ça, vous puissiez plus être des fournisseurs ou faire partie d'une chaîne de valeur mondiale à cause de ça. Et j'en profite pour vous informer que si vous allez sur la chaîne YouTube d'Investissement Québec, notre dernière classe de maître que nous avons faite il y a quelques mois portait justement sur les facteurs ESG et sur les obligations de plus en plus importantes que les donneurs d'ordre imposent aux entreprises. Donc oui, on peut le faire parce que nos employés vont vouloir demeurer, qu'on a des principes de réduction de l'empreinte environnementale, mais d'un point de vue d'affaires, il risque fort d'y avoir de plus en plus de contraintes et d'obligations que vont vivre vos entreprises pour respecter les facteurs ESG de la part des donneurs d'ordre. Quelques questions à caractère économique, Mia. Quelqu'un nous demande, pour les courbes démographiques, est-ce que c'est toujours vrai que la tendance va être terminée en 2030? Évidemment, c'est loin 2030, mais que vois-tu dans ta boule de cristal au-delà de 2030? Oui, les dernières données montrent que la situation devrait se rétablir autour de 2030-31. Ça veut dire que disons en 2029-2031 pour de se donner une petite marge de manœuvre. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va atteindre le point où il va y avoir autant de personnes qui quittent le marché du travail que de personnes qui entrent sur le marché du travail. Ce débalancement-là qu'on vit depuis quelques années va être terminé. Mais ça veut quand même dire qu'on va avoir vécu près d'une décennie avec plus de monde qui quitte que de monde qui arrive, et ensuite, ça se stabilise. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments qui peuvent influencer ça, comme l'apport de l'immigration. Plus il va y avoir d'immigrants, plus ça va avoir un effet atténuant sur ces courbes-là, parce que l'immigration rajeunit la population, augmente le volume de travailleurs. Habituellement, les travailleurs viennent surtout dans l'âge de travailler. C'est rare que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées, donc ils viennent grossir le bassin de population active, mais si on regarde purement la démographie, oui, on en a encore jusqu'à 2030. Quelqu'un nous pose la question, est-ce que le commerce de détail devrait subir une forte décroissance en 2014? En 2024? En 2024. 2014, c'est sûr que l'effet des taux fait en sorte que les gens ont moins de liquidités, peuvent moins consommer. Donc, oui, c'est sûr que les services... Il y a eu un gros regain dans le secteur des services au niveau de l'économie, mais aussi de la main-d'œuvre. Ils ont retrouvé une bonne partie des travailleurs qui étaient perdus pendant la pandémie, mais c'est aussi les secteurs où est-ce qu'on commence à voir le plus fort ralentissement, tout ce qui est services, hébergement, restauration, commerce de détail. Les gens continuent de consommer, c'est les fêtes. En valeur, la consommation se maintient, mais en volume, elle diminue. Donc, ces précurseurs, puis les ventes manufacturières diminuent, tout ça. Donc, quand on regarde les indices précurseurs, oui, le commerce de détail, certainement va ralentir. Difficile de dire l'ampleur, mais oui. Frédéric, je me tourne vers toi. En cette période de turbulence économique, l'enjeu des entreprises, ce sont souvent les liquidités. Est-ce que Investissement Québec a des solutions sur le plan des enjeux de liquidité pour les entreprises? Oui, définitivement. Investissement Québec est toujours là autant quand ça va, la période est en croissance, ou l'inverse, pour essayer d'aider les entreprises qui ont des bons projets, qui s'en vont quelque part. Fait qu'effectivement, c'est un sujet qu'on entend beaucoup plus. Les derniers mois, là, on entend beaucoup plus les besoins de liquidité.
Mais définitivement, on a plusieurs produits qui sont là pour ça. On peut aller directement en prêt. On va prêter pour avoir des liquidités pour du fonds de roulement. On va sinon embarquer avec les banques puis faire des garanties sur leurs produits qui donnent des liquidités opérantes. Mais définitivement, Investissement Québec est présent dans ces enjeux-là. Très bien. Et une dernière question. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, Frédéric. Les gens demandent comment je peux contacter un conseiller d'affaires principal chez Investissement Québec si je veux discuter en général, par exemple, de la situation de mon entreprise. Ben oui, effectivement. Le premier serait directement d'aller sur le site Internet. Allez-y, il y a des contacts, puis on va vous diriger vers le bon conseiller d'affaires, parce que la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a des conseillers d'affaires dans tout le réseau régional, fait que tout au travers du Québec, on va vous trouver le bon conseiller d'affaires pour vous répondre, communiquer avec vous, puis après ça, voir la suite des événements. Fait que numéro 1, allez visiter le site Internet, puis faites un appel. Très bien. Alors, il est déjà 9h15. Je crois que nous allons arrêter notre événement à ce stade-ci. Je vois que la liste des questions commence à s'épuiser. Merci infiniment, Mia, Frédéric, pour tout le partage de connaissances que vous avez fait avec nos participants. Je suis certaine que chacun d'entre eux part avec beaucoup de choses de plus, des meilleurs outils pour affronter les prochains mois. On se reverra probablement, éventuellement, dans un autre événement pour en reparler, puisque c'est une situation évidemment très évolutive. Merci à vous d'avoir été présents en si grand nombre avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, comme Frédéric et Mia l'ont bien exprimé, nos experts sont là pour vous soutenir. Si vous souhaitez discuter de vos enjeux ou qu'on regarde avec vous des solutions, c'est notre rôle d'être là, de vous diriger aussi vers les autres partenaires de l'écosystème, ce qui est aussi partie intégrante de notre rôle. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous recevrez dans les prochains jours 2 courriels de notre part suite à notre événement. Un premier courriel avec un sondage qu'on vous encourage et remercie à l'avance de compléter. Ça nous permet d'améliorer nos événements. Et dans un deuxième temps, le très attendu courriel que vous recevrez avec, oui, le lien vers l'enregistrement que vous pourrez réécouter et la présentation. Plusieurs personnes l'ont demandé durant l'événement. Vous recevrez le tout dans les prochaines journées. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci encore, Mia, Frédéric. Merci, Gladys. Merci. Et à la prochaine. Bonne journée tout le monde.